Bonne Astram, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la partie numéro 2, donc suite à une révision complète d'un télescope 200-800. Ce dernier est revenu à son propriétaire, donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait et surtout ce que toi tu dois vérifier sur ton télescope, que ce soit un Newton ou une lunette. Il y a certains réglages qui sont similaires, donc je t'invite vraiment à écouter chaque conseil. Franchement dit, ça va être super important pour que tout fonctionne correctement mécaniquement, parce que sinon ça va induire, je sais pas, des problèmes de collimation, une mise au point hasardeuse qui varie en cours de nuit ou des flexions différentielles. Bref, la liste est longue. T'as pas envie d'avoir d'emmerde, et tu fais un petit bilan, et ce bilan en plus il est gratos. Attention, je suis toujours dans la bienveillance. Ce que je vais penser, on va dire acquis, normal, logique pour certaines personnes, ne l'est pas forcément. Et d'ailleurs c'est suite à une expérience, petit clin d'œil suite à une conversation avec un Astram, que vaut mieux expliquer tout de A à Z, mais au moins tout sera clair, net, précis. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis une personne qui ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Bien sûr, ça va pouvoir fonctionner, mais sur l'astronomie, dans le cas pratique, tu peux avoir des bizarreries et si ça ne fonctionne pas correctement, c'est que tu as mélangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Et aussi dans l'esprit logique, tu verras que chez certaines personnes, pour moi, un rond ne va pas rentrer dans un carré et vice versa. Apparemment chez certaines personnes si. Allez, je te fais découvrir tout cela, toujours dans la bonne humeur et la taquinerie, c'est normal, c'est inné chez moi. Pas d'introduction de 15 secondes à la con qui servent à rien. Chez moi, c'est cash, comme Olivier Delamarche. Alors, par où allons-nous commencer? Première étape, les serrages. Alors, faut pas dire, mais les Chinois ont fâcheuse tendance à ne pas serrer correctement, suffisamment. Après, tu as aussi le transport et avec le temps, les différences de température, chaud, froid, la mécanique, ça bouge, ça vit et donc ça se desserre. Allons voir du côté de l'araignée. L'araignée par défaut sur Newton Skywatcher, c'est une araignée fine de 1 mm, donc c'est super sympa parce que ça te fait des belles aigrettes bien fines, mais par contre, c'est totalement gommi. Ça bouge facilement. Tu vas donc vérifier si ton araignée est bien serrée, car si les pattes elles sont bien serrées, tu auras une bonne tension et donc elles seront suffisamment droites, étant donné qu'elles plient elles aussi facilement. Ça va te faire des vagues et donc des formes géométriques variables sur tes images. Alors, quand tu serres aussi, tu vas prendre, donc par défaut, c'est celles-ci, elles sont fixées avec cette vis là, où tu peux régler, ajuster l'offset, donc le placement de ton miroir secondaire. Alors, tu vas serrer à ce niveau-là. Sinon, quand tu vas bouger la vis en la serrant, tu risques de faire vriller une patte. Et donc, tu fais aussi par concaténation. D'abord une vis, l'opposé idem, donc petit à petit, tu serres juste comme il faut et tu ne serres pas comme un bourrin parce que tu risques de déformer ton tube étant donné qu'il a quand même le tube acier une assez faible épaisseur, tout comme l'ancien tube carbone, donc tu mets la juste pression. Bien sûr, le placement de ton secondaire au niveau des pattes de l'araignée se fera lors de la collimation. Mais par défaut, il doit être quand même bien centré. Donc tu peux mesurer à chaque fois la longueur et pas que par exemple il soit tiré ici au maximum ou justement tes aigrettes, ça fera un petit tour comme ceci. J'exagère, mais elles ne seront pas vraiment en forme de croix. Avec ton araignée correctement ajustée en tension, tu pourras vérifier grâce au méplat ici, donc une partie plane, avec un outil ou un accessoire, que ta patte de fixation, elle soit bien droite et non qu'elle parte de travers. Et comme je disais avant, il faut aussi qu'elle ne soit pas vrillée par la force de tension lors du serrage. Donc toi manuellement tu peux prendre tes pattes et les remettre bien droites, donc comme ceci, c'est à dire que quand la lumière elle passe au travers, pas qu'elle
que la pâte soit légèrement de travers et t'émette de la diffusion. Donc en fait c'est la réflexion de la lumière qui va aussi te donner de mauvaises aigrettes. Tu pourras inspecter et vérifier le miroir, 2-3 petites choses mécaniques. Donc tu as des vis sur le pourtour. Une fois dévissé comme ma précédente vidéo, tu peux mettre ton télescope de cette manière là, il n'y a pas de risque. Tu vas donc après soulever le barillet. Si tu as du mal, tu tournes très légèrement, voilà, et ensuite tu le retournes et tu vas avoir donc 3 pattes de fixation. Ces pattes de fixation, c'est des pattes ce qu'on appelle anti-retournement, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que quand il est retourné comme ceci, le miroir se casse pas la gueule et tu dois pas avoir de forte tension. Alors les Chinois, ils vont, du moins sur le mien, ils ont fortement serré les pattes, du coup ça te fait une contrainte sur ton miroir, donc il est écrasé, il est plus sous forme parabolique, et sur les côtés, les 4 coins, ben certains chez moi, les étoiles c'était du Van Gogh, ça ressemblait à tout sauf à un point rond. Donc tu as 2 vis sur le dessus et tu dévisses donc très légèrement. Cette patte de fixation, ben, quand tu la pousses vers le haut, tu te mets au même niveau, tu te mets avec un fond blanc et comme ça tu pourras voir juste l'espace. Et dit qu'il faut laisser pouvoir passer l'épaisseur d'une feuille de papier, donc tu vas pas t'amuser à faire ça, tu fais juste à l'œil un demi-mètre et ça suffira. Et comme je montrais dans ma précédente vidéo, tu pourras en profiter pour mettre un masque de chanfrein. Donc en fait, voilà, le chanfrein, donc c'est un biseau tout autour du miroir qui va te diffuser la lumière, donc qui va te faire grossir les étoiles. Donc tu verras que une grosse étoile, tu auras un halo tout autour, et justement c'est lié à ce chanfrein. Je te mets en description le lien pour une impression 3D. Donc en fait c'est le fichier déjà généré pour une impression 3D que tu peux envoyer par exemple au site Abeille 3D pour prendre que celui-ci par exemple, et du coup pour une quinzaine d'euros, et ben tu as ton masque de chanfrein et que tu vas juste mettre au niveau avec les trous des vis sont beaux emplacements, tu mets ça là-dessus et le tour est joué. Tu verras aussi l'état de ton miroir, s'il est trop cracra, tu auras envie de le nettoyer, je te connais. Donc en accessoires primordiaux, la poire, non c'est pas une poire à laver, petit coquin, et donc tu ne souffles pas avec ta bouche sinon tu émets des particules de virus. Le Covid il est partout, donc tu souffles tout autour, donc ça va te dégager les premières poussières. Ensuite tu peux avoir des poussières qui sont collées, tu peux avoir du pollen, des petits points noirs, donc les mouches ou les moustiques qui ont fait caca, et donc là il va falloir faire un nettoyage à la flotte. Donc à la flotte, eau tiède. Alors premièrement, ton miroir, tu enlèves délicatement les pattes de fixation, tu prends ton tournevis cruciforme, tu enlèves, tu fais attention de ne pas laisser tomber les vis sur le miroir, tu libères le miroir, libéré, délivré, non tu t'arrêtes Vincent, tu le poses au fond de ta baignoire si tu en as une, ou une bassine avec, moi je mets une serviette. Voilà, j'imbibe aussi un petit peu d'eau parce que de toute façon ça va prendre la flotte pour ne rien abîmer. Ensuite ben, tu peux laisser déjà couler de l'eau, un petit jet comme ceci. Pour laver ton miroir, moi je ne peux que te conseiller ce produit là, donc il s'appelle Purosol. C'est un produit spécifique pour nettoyer les objectifs photo, totalement inoffensif envers les miroirs par de produits chimiques, ne serait-ce qu'un petit peu abrasifs. Et du coup, il te reste à asperger, à spritzer tout autour ton miroir, mets-en on va dire une bonne couche, mais évite aussi de trop mettre au centre car tu as une pastille autocollante. Si celle-ci s'imbibe trop, et ben quand tu vas passer, ben elle va être détériorée, donc vas-y quand même mollo sur le centre et tu vas laisser agir pendant une bonne dizaine de minutes. Après cette dizaine de minutes, tu passes de nouveau un jet
tu laisses couler, comme ça tu as une première couche de crasse qui va partir. Tu regardes après, tu fais un petit tour avec les reflets, tu regarderas, tu vérifieras ton miroir, il est déjà à 80%. 90 même plus, super propre. Et donc là maintenant il va falloir attaquer d'une action mécanique un petit peu plus importante que uniquement le produit. Tu vas faire un deuxième passage, pipi 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 pipi, et tu laisses de nouveau agir. Ensuite avec tes doigts bien doux, bah, si tu as des doigts de boucheron ça marchera pas, on est d'accord. Dans ce cas là moi je te conseille du coton hydrophile supérieure qualité Top Moumout. C'est du coton justement qui va pas être abrasif, et tu vas trouver ça dans des pharmacies spécialisées. En fait c'est du coton chirurgical, opération chirurgicale sur ton miroir. Ton coton tu le prends jamais sec, toujours humidifié. Donc tu le mets, tu vas le mettre dans, le tremper un petit peu dans de l'eau déminéralisée. Bien sûr, ça fait partie d'une liste à avoir. Donc c'est pas un tutoriel voilà complet de A à Z pour faire un nettoyage de ton miroir, pur au sol, la poire, si besoin ou pas, le coton, et aussi le lens pens. Ça je reviendrai certainement après. C'est un petit pinceau avec un différent diamètre, moi j'ai les deux tailles, avec du carbone et qui t'abîme pas, et ça permet de te nettoyer aussi bien les objectifs photo que le miroir, les petites traces comme ceci. Donc deuxième action mécanique, donc avec tes doigts ou avec du coton imbibé dans l'eau déminéralisée, tu vas passer sur la surface doucement, pas besoin de forcer hein, parce que si tu as encore un petit quelque chose, un petit grain de je ne sais quoi, et ben tu vas créer des micro rayures. Alors là il n'y a pas de secret, après un nettoyage si tu te retrouves avec une ou deux micro rayures, forcément tu laisseras toujours une petite trace. Ce n'est pas grave, c'est pas ça qui va te détériorer tes images, ne t'inquiète pas. Et donc là tu peux passer un petit peu plus fortement, donc une petite pression, tu y vas et tu nettoies. Ensuite, après cette deuxième passe, je vérifie l'état de mon miroir. S'il est tout beau, tout propre, il n'y a pas besoin de faire une troisième. Il est temps de passer au rinçage avec de l'eau déminéralisée. Donc moi j'ai pris un verre, ça évite de prendre tout le bidon et t'en fous partout. Bref, tu verses tout le long, eau bien sûr sur le côté pour que toutes les crasses et surtout que ça laisse pas de traces, enfin que l'eau ne stagne pas hein, si tu le laisses bien à plat. Et après assez rapidement tu passes au séchage. Donc moi je force les choses, je prends le sèche-cheveux sans chaleur, je pousse justement toutes les gouttelettes dans la même direction. S'il y a des gouttelettes récalcitrantes, tu en auras, c'est qu'elles s'agrippent, les petites coquilles au miroir, tu vas les casser comme ça se disperse. Donc toujours au sèche-cheveux, action séchage mécanique, enfin à l'air libre tout simplement. Et au final, s'il te reste une ou deux micro gouttelettes qui ont séché un ou deux endroits, et ben tu vas prendre ton lens pens et tout délicatement tu vas faire enlever, bon c'est du chipotage, la petite auréole qui est laissée autour du séchage de cette gouttelette. Et bam, ça débite. Écoute, quand je vois la position de mon télescope, autant passer directement au niveau de l'équilibrage. Donc là, il n'est pas parfait, c'est pas grave. Donc l'équilibrage en déclinaison, tu vas jouer sur le tube aussi bien sur la queue d'aronde et sur le collier. Alors, ce que je ne comprends pas chez les gens, c'est qu'à chaque fois, ils vérifient l'équilibrage. Pourquoi perdre autant de temps inutilement? Donc, ça veut dire que lorsque moi, je mets ma queue d'aronde dans une certaine position, je vais faire un marquage. Et donc, en fait, là, par exemple, tu mets un morceau de feutre ou un morceau de scotch. Comme ça, tu le mettras toujours au même endroit. Bien sûr, tu auras fait ton équilibrage avec toute l'installation telle qu'elle que tu vas shooter, c'est-à-dire que tu vas également enlever les capots parce que sinon ça va te fausser le poids.
Idem, ben, au niveau des colliers, tu peux mettre une petite marque au crayon si un jour tu dois le déplacer. Et au niveau de la barre de contrepoids, donc idem, je ne comprends pas ceux qui vont mettre un contrepoids ici, là. Et ben non, moi une fois je vais trouver le point d'équilibrage pile poil, je vais mettre une marque, donc là tu ne verras certainement pas. Là tu peux mettre un stylo indélébile noir, de toute façon ça s'enlève assez facilement sur de l'alu. Et donc après tu sais que au niveau du poids, soit tu vas mettre plus en fonction de la position de ton télescope, tuto à venir, et ben, il suffira juste de décaler l'ensemble de 1 cm, entre 1 et 2 cm, soit un petit peu plus vers le haut ou vers le bas. Donc ce marquage là fait que ben, tu reproduis à chaque fois dès l'installation de ton télescope. Il n'y a rien de bien compliqué. Ah mais attends, mais pourquoi ne pas avoir un équilibrage parfait? Tout simplement à cause de la mécanique. Donc la vis sans fin avec la couronne. Donc je te le simplifie par ce petit schéma là. Donc au niveau des dents, quand l'ensemble est trop parfaitement équilibré en fonction de la position du télescope, il va se trouver à un moment sous une certaine inertie. Tu auras une latence et après en fait ça va donner un petit coup et il n'y aura plus de contact. Alors que quand tu déséquilibres, il y aura toujours un contact permanent au niveau des engrenages, et du coup eh ben, tu n'auras pas une déviation, ce basculement côté est-ouest. Pour la déclinaison également, petite astuce, donc moi je déséquilibre le poids vers l'arrière, donc comme ça il y aura toujours un contact, on va dire, assez forcé, vis sans fin, couronne dentée. Et pourquoi à l'arrière? Car lorsque je vais mettre ce fameux accessoire indispensable, c'est un pare-buée AstroZap. Quand tu le mets vers l'avant, et ben justement, si tu avais mis déjà trop de poids à l'avant et que tu rajoutes, enfin un poids de déséquilibre vers l'avant et que tu rajoutes encore un pare-buée, et ben là tu auras un déséquilibrage trop important. Et là, en fait, tu as une bascule du poids trop à l'arrière qui va être plutôt plus à l'avant avec l'ajout du pare-buée. Poum 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 poum, bac S. Ah, ça a cogité. Ah, pour une fois que ça m'a servi à quelque chose. Et là, vu que je l'ai en face de moi, donc j'ai un Powerbox, on va dire assimile-le un petit peu à un boîtier à tout faire. Mais là, je réagis, je rebondis à ceux qui ont des ASIR et qui veulent absolument le fixer sur leur trépied. Et du coup, tu as tous les câbles qui vont se balader. Donc, il y en a qui font du câble management, donc bien lié, tout ça. Mais je ne comprends pas. Non, ton ASIR, tu le mets sur ton tube, tu vas trouver une astuce, surtout que Zwo maintenant a sorti des dovetails, en fait des petites queues d'aronde que tu peux fixer directement femelle sur une queue d'aronde mâle, donc ça facilite l'installation. Ensuite, ben, tous tes câbles, et ben, tu n'y touches plus, ça sera pré-câblé, comme ça, comme moi, tu poses ton télescope et hormis un seul câble à faire passer, c'est le câble d'alimentation. Alors je ne comprends pas pourquoi tu vas te faire chier à mettre ton ASIR au niveau du plateau porte-oculaire ou du trépied et après mettre tous les câbles. D'ailleurs, justement, avec ces câbles là, avec un peu de pas de chance, ils vont pouvoir se prendre un endroit où il faut pas. Par exemple ici, au niveau de la barre de contrepoids, c'est quelque chose qui est déjà arrivé sur la chaîne de live de Astronico. Je dis ça, je dis rien. Donc évitez toute source de problème. Améliorer votre ergonomie. Donc bien sûr, je ne suis pas parfait, bien sûr je vais faire des erreurs dans mes vidéos, mais je me corrige, je n'hésiterai jamais à faire mon mea culpa et dire que j'ai raconté de la merde. J'essaierai toujours de donner le meilleur de moi-même. Et par exemple ici, tu peux pas dire que mon câble management soit propre. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que les câbles là c'est normal. Une fois que j'ai terminé ma session, donc c'est le câble d'alimentation et le câble USB qui part de ce Powerbox.
Je te l'expliquerai cette merveille un jour dans un tutoriel assez complet. Et donc tout est installé, paf, d'un coup. J'ai juste à déballer ceci. J'ai uniquement encore les câbles d'alimentation à brancher sur ma monture et le câble EQ Mode également sur la monture, et après tout est fonctionnel. La seule chose que je encore pourra améliorer, mais ça c'est par fainéantise, et surtout parce que j'avais pas envie de dépenser encore quelques dizaines d'euros en termes de budget pour avoir des câbles USB plus courts. Et d'ailleurs, si je n'ai pas amélioré encore tout ceci, c'est parce que mon setup est toujours en constante amélioration. Donc là, tu remarques que ça se balade. Non, bah, je vais faire quelque chose de propre. Faire par exemple passer les câbles ici, les fixer d'une certaine manière. Mais tout simplement parce que tu remarqueras que ma roue à filtre, à cause du confinement, elle a trop mangé, elle a grossi, elle est passée en 2 pouces, gros bide comme ça. La caméra également, je sais pas, ça a pris du steak. Ah mais son petit nom a changé. Peut-être que je te ferai un retour, un de ces 4. Alors est-ce que là tu ne remarques pas quelque chose? Oui, le cadrage. En fait, quand tu regardes ta caméra, tu as une inscription. Donc au point de vue horizontal, ta caméra, c'est écrit Asie, machin chose, c'est que ton capteur est aligné de cette manière. Du coup, tu vas en profiter pour aligner ton capteur avec les axes des moteurs. Donc ton capteur, ça dépend, hein, ce 4/3, du APS-C ou autre. Soit tu vas l'aligner d'une certaine manière dans l'axe d'ascension droite ou de déclinaison. Tu regardes ce qu'il y a de mieux via un logiciel. Je vais pas te le cacher, ne cherche pas trop à comprendre, aligne sur l'ascension droite. Si tu vas sur Astrobin, tu comprendras pourquoi, comment que tous les astronomes semi-professionnels, on va dire, auront toujours le même cadrage. Ce n'est pas pour rien. 2 raisons. La première, c'est que tu sauras qu'est-ce qui déconne au niveau de ton guidage, si ça dérive vers le nord au sud ou l'ascension droite, donc des pixels qui se baladent gauche à droite. Et en plus d'avoir toujours ce même alignement, tu pourras revenir d'une nuit à l'autre sans aucun problème. Et pour faciliter le placement à chaque fois de ta caméra, donc en fait la caméra est fixée au niveau du porte-oculaire grâce à un correcteur de coma, donc forcément on peut faire une rotation. Tu vas t'amuser à faire un petit marquage. Donc moi par exemple, tu mets une bande autocollante, du scotch, n'importe, tu le coupes. Du coup moi je le colle comme ceci et après je vais le couper et après j'ai plus qu'à mettre mes yeux alignés correctement et à un petit pouillin près encore à réajuster la rotation de ta caméra. Bien sûr, si tu n'as surtout pas changé la rotation du tube dans ces colliers, et dans un prochain tutoriel que j'ai déjà filmé, je vais t'apprendre à comment à chaque fois peaufiner le placement de l'orientation de ta caméra. Et en parlant de l'orientation de ton tube, il n'est pas placé n'importe comment. Regarde bien là le système de mise au point et toute la chaîne mécanique vers le bas. Pourquoi? L'équilibrage. Oui, ce contrepoids, si tu marches, tu vas le mettre près de ton corps. Tu vas pas le mettre ici, sinon tu vas compenser de l'autre côté. Et là, c'est pareil. Donc là, au niveau de ton équilibrage, à un certain endroit, eh ben, il va plus se pencher sur la droite. Après, là, il va être désaxé. Donc, ça va pas du tout aider. Et donc, d'avoir toujours ce barycentre, cette on va dire géométrie, que le poids par rapport à la gravitation soit toujours proportionnel. Bien sûr, là je vais avoir un petit déséquilibrage, c'est pas grand chose. Là il fait quelques centaines de grammes, lui il est assez léger, c'est pas trop problématique, mais c'est justement, imagine si je fais une rotation de 45 degrés, je vais avoir toute la charge de ce côté là et du coup je vais avoir un déséquilibre aussi bien en déclinaison qu'en ascension droite. Et également, une petite astuce, ça sera vu dans un prochain tutoriel, mais je te le raconte déjà. Au niveau de
ta collimation. Étant donné que tu n'as pas de contraintes par rapport au poids qui est sur ton système de mise au point, si tu fais une collimation avec ton laser, tu remarqueras si tu penches ton télescope à gauche ou à droite, étant donné que là il est bien centré vers le bas, et ben tu auras le même déséquilibre des deux côtés, c'est-à-dire ta collimation, de le faire dans ce sens-là, elle sera moyennée. Alors que si tu le mets, fais ta collimation à un autre endroit, tu auras un bouger qui sera totalement différent en fonction de la position de ton télescope, et du coup tu auras aussi une plus forte flexion par rapport à cette position. Hey, bac plus 2! Wouhou! Alors ce que j'ai surtout fait sur le tube de l'ancien propriétaire, il avait une lunette, c'est la même, c'est une 60 mm 240 de focale, mais accrochée au niveau du chercheur. Je suis passé par là. Ça marche très bien, c'est juste que mécaniquement tu as un serrage uniquement sur une vis et c'est pas super costaud quoi. Et d'ailleurs chez toi à la maison tu le retires tout de suite. Quand je te disais que j'ai déjà fait des conneries par mes connaissances, c'est vrai. Et ben j'avais fait ça, alors c'était sur un Dobson, et donc avec la chaleur, la mécanique elle bouge, le chercheur, pouf, par terre. Rien n'a été cassé, fort heureusement, mais le bruit c'est quand même bizarre, hein. Bref, plus de peur que de mal. Alors pour ça, lunette de guidage, au lieu donc de l'accrocher au niveau du support du chercheur, je lui ai rajouté une queue d'aronde, donc la même qu'on retrouve ici au niveau de la fixation de la monture. Ensuite j'ai enlevé le support pour prendre uniquement les colliers qui vont être fixés directement sur la queue d'aronde, et cette queue d'aronde Vixen elle est fixée par les colliers, donc il y a un pas Kodak spécifique. Attention, hein, il faut avoir le bon outillage, car les clés Allen classiques, c'est du métrique et ça ne fonctionnera pas. Il faut du pas américain. J'en ai également profité pour vérifier la bonne mise au point et surtout mettre l'orientation du capteur par rapport aux deux axes, ascension droite et déclinaison. Du coup, la calibration sous PhD ou lasière, c'est bien perpendiculaire, ça va être tip top. Et on se retrouve du coup avec une configuration bien rigide. Alors certes, on ne pourra plus le mettre dans un sac de transport, mais au moins tout sera fonctionnel dès le départ. Et il faudra juste, comme je disais avant, que tous les serrages mécaniques soient aux petits oignons. Et donc là, on va également profiter pour axer la lunette de guidage au même endroit. Donc là, par exemple, je me suis aidé de M42, donc astrométrique avec la caméra imageuse, et après avec le réglage des vis sur les colliers, j'ai fait du live view et pointé vers M42 bien en son centre. Allez, tant qu'on y est, j'en profite pour te dire que l'emplacement de mon boîtier Pegasus Powerbox, il n'est pas anodin, car le câble d'alimentation et le câble USB est très proche de l'axe de rotation des axes, donc surtout la déclinaison. Du coup, les câbles ne vont pas se prendre quelque part et embarquer je ne sais quoi, et ils vont pendre tout naturellement et sans exercer de force de traction. D'ailleurs, en termes de suivi, j'ai fait le test que dans tirer un petit peu le câble, mon suivi ne bougeait pas, ça m'a jamais posé de problème. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même d'assez important. Donc regarde, là avant je te parlais de lasière, je l'ai posé dessus, donc câble USB, câble EQ mode, donc tout est déjà pré-réglé, pré-câblé avec lunettes d'auto-guidage, et du coup j'ai juste à le poser sur la monture et un seul câble d'alimentation, et donc proche du centre de rotation, donc également un câble qui ne tire pas.
Je vais revenir sur les réglages du précédent tube 200-800 de Skywatcher. Je vais prendre celui-ci à titre d'exemple. Donc pour les yeux avertis, vous remarquerez par rapport à son collet, et ben ici le focuseur il n'est pas plat. Pourquoi? Parce que en fait je suis en tout vissant et une fois que tout est vissé, le capteur il va pas se retrouver tout droit dans l'axe. Du coup j'ai joué sur sa rotation au niveau des colliers pour le capteur soit bien aligné avec les axes. Alors en tout début de vidéo je parlais de serrage. Vérifiez que votre système de mise au point est correctement serré. Donc là vous avez une plaque, ces deux vis là, vérifiez qu'ils soient bien serrés. Derrière, en parlant de serrage, ne serrez pas comme une brute. Alors, technique, quand vous allez serrer, mettez toujours un doigt à ce niveau là et quand vous allez serrer, ne mettez pas toute la poignée, pas toute la pression. Là vous allez bousiller le pas de vis. Donc moi je prends deux doigts et justement au fur et à mesure, voilà, quand je suis en bout de course, je serre, mais comme à cliquer, et ben je vais mettre une certaine tension et je vais m'arrêter et je vais surtout pas forcer. Vous bougez le pas de vis, vous remplacez l'instrument. Donc sur le tube 200-800 Skywatcher avec la démultiplication, son moteur de mise au point n'était fixé que par une vis. Ici, j'ai envie de dire normal, il a fait comme il a pu. Donc moi ce que je lui ai fait, je lui ai enlevé deux vis, je n'ai pris des plus longues. Du coup la plaque, l'équerre de fixation sera maintenue par 3 points et du coup ça ne bougera plus. Oula, attends, hey, je suis en plein montage vidéo, on est à plus d'une demi-heure. Ça fait trop. On est d'accord? Là, je vais scinder ce tutoriel en deux. D'ailleurs, je pense même pas que tu sois arrivé ici d'une seule traite. Donc, même s'il reste qu'un petit quart d'heure, je me réserve pour la suite. En plus, m'est venu aussi d'autres petites astuces à t'expliquer. Donc, voilà, je te raconterai ça dans la partie numéro 2. Juste avant, je te parlais de la chaîne Astroneco. Franchement dit, c'est un type adorable. Il sait rendre service. En plus, il a les mains dans la graisse de monture quasiment non-stop la journée. Oui, car c'est un technicien service après-vente. Bref, il maîtrise vraiment son sujet astro, surtout qu'il teste différentes configurations, que ce soit des newtons, des lunettes sur différentes montures avec différentes caméras. Il fait partager ses expériences et ses essais via ses lives. Franchement, dit, tout ce qu'il raconte, tu peux vraiment te baser dessus. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi vraiment à sa chaîne, ça vaut le coup. Conclusion très rapide pour cette première partie. Bref, toujours le même topo, je ne vais pas te saouler. Si tu veux m'aider sur ma chaîne YouTube, un petit commentaire, un petit pouce bleu, peut-être un soutien sur ma page Tipeee ou que sais-je d'autre encore. Donc je vais rapidement finaliser la partie numéro 2. Encore un petit peu de tournage à faire. D'ailleurs, c'est surtout ça le point important. Toi aussi participe si tu as des astuces assez simples à faire partager, écris-les moi en commentaire, comme ça je pourrai encore avoir le temps de les intégrer. Sinon je suis en tournage d'autres vidéos et en plein montage, donc ça sera projeté un petit peu comme ça, c'est-à-dire j'ai parlé d'un certain ordre chronologique mais qui est bousculé en fonction des problématiques que j'ai eues, donc l'ordre de priorité a changé. Également avec la réclamation de certains utilisateurs, c'est quand que sort ce tutoriel dont tu nous as parlé. Oui, désolé, je suis un peu lent, je fais en fonction du temps qui m'est imparti, mais j'essaie toujours de faire le meilleur. Voilà, je t'en mets pas plus, à la prochaine, ciao ciao.